Jérémie, après les guerres de Napoléon Ier, la vague romantique a atteint les Hautes-Pyrénées et a attiré, par le goût du pittoresque et l'effet curatif des sources thermales, beaucoup de voyageurs. Parmi eux, des personnes aussi célèbres que Victor Hugo, Stendhal, Gustave Flaubert ou George Sand. Nous les accompagnons dans notre voyage pittoresque de Tarbes à Gavarnie. Nous commençons notre voyage en diligence en face de la ville de Tarbes et passant le pont sur l'Adour. Le chemin nous mène à Lourdes, où nous pouvons admirer un château fort en hauteur. Après le passage de Pierrefitte Nestalas, nous arrivons à Lucézanne-Sauveur, où nous passons de la diligence au cheval, avec lequel nous arrivons après 5 heures de voyage, finalement à Gavarnie. Stendhal, venu de Pau, a atteint la ville de Tarbes le 21 avril 1838. Le mauvais temps a empêché une telle scène, presque villageoise, sur la place Marcadieu, montrée par le tableau. Une vie paisible se développe avec 2 charrettes tirées par des vaches et à la gauche un lavoir. Le dernier est remplacé aujourd'hui par la sculpture Source d'Adour. L'écrivain aimait aussi la gaieté de la grande place de Tarbes, ainsi que sa quarantaine de beaux ormeaux plantés du côté nord. 5 ans plus tard, la place était certainement plus peuplée parce que le nombre d'habitants de la ville a plus que doublé. Leur ascension a commencé avec l'installation du Haras national et la création de la caserne de cavalerie. Avec la connexion au réseau ferroviaire en 1859 et l'ouverture d'un arsenal en 1871, Tarbes devenait une ville industrielle. Dans la capitale de la Bigorre, un touriste dans la seconde moitié du XIXe siècle a pu visiter le matin le jardin Massey, donné en 1853 par le botaniste Placide Massey. Et l'après-midi, il aurait pu s'amuser en faisant des courses dans la halle à Brabant, érigée en 1877. Mais ne perdons pas de temps, montons sur la diligence et tirés par 5 chevaux et en compagnie de 2 paysannes de la vallée d'Archelès, nous prenons la route de Lourdes. Bourg agricole durant la première moitié du XIXe siècle, où se pratique l'élevage des porcs et l'exploitation des carrières de pierre, Lourdes comptait moins de 4000 habitants. Son destin a tourné en 1858 quand Bernadette Soubirous rencontrait sa dame blanche. Depuis lors, les malades et pèlerins sont venus en nombre et à la fin du siècle, la ville comptait des boutiques et des hôtels nombreux. Les origines du château fort de Lourdes, situé en hauteur sur un éperon rocheux, remontent à l'époque romaine, résidence des comtes de Bigorre au XIe et XIIe siècle. Il est devenu, après une histoire variée, prison. Aujourd'hui, il est le siège du musée pyrénéen. Situé au milieu de l'amphithéâtre du Cave de Pau, Archelès-Vieuzac était l'endroit idéal pour s'arrêter lors de longs voyages. Eugène Violette Le Duc a vanté dans une lettre à un ami ce pays si admirable. Après l'achat des eaux thermales de Gazost, un village situé de l'autre côté du Valais et leur canalisation, le village se développa dans le thermalisme. C'est ainsi que le lieu de seulement 1000 habitants s'est nommé définitivement Archelès-Gazost. Avec le nombre de curistes en augmentation rapide, la ville a vécu sa période d'or et a installé le casino d'Argelès-Gazost et aménagé le parc thermal
À côté droite, dans le fond, se trouve la chapelle Notre-Dame de Pietà, près de Saint-Savin, notre prochaine station. Peu après Argelès et environ 100 mètres au-dessus du fond de la vallée, une terrasse pittoresque se dévoile aux yeux du voyageur, surmontée par l'église de l'ancien monastère de Saint-Savin. L'histoire certifiée du monastère remonte au IXe siècle. Au moment de sa visite, en 1840, Gustave Flaubert contemplait de la terrasse du monastère le panorama magnifique de 4 vallées. L'histoire du abbaye de Saint-Savin, vous trouvez en détail dans mon livre Bigorre, terre bénédictine et cistercienne, abbaye et prieuré, publié par la maison Édition du Val d'Adour. Il n'est pas tout à fait compréhensible que les voyageurs célèbres du XIXe siècle n'ont pas parlé du château de Bousson, situé si pittoresque sur la pente gauche de la vallée. Datant du XIVe siècle, était-il la maison des vicomtes de Lavedon et fut habité jusqu'en 1643. Gravement touché par le tremblement de terre de l'année 1854, la ruine a connu plusieurs propriétaires. Depuis 1973, transformé en champ des aigles, les visiteurs peuvent admirer les rapaces en vol avec une vue splendide sur la vallée des Caves. Encore plus d'efforts aurait demandé une visite du monastère de Saint-Oran. Même aujourd'hui, elle ne peut pas être atteinte qu'à pied. Fondée au lieu de l'ermitage de Saint-Oran du IVe siècle, l'existence de la communauté des moines est prouvée pour l'an 900. Dans leur solitude, les frères ont vécu une vie modeste jusqu'à 1720, où les 3 derniers d'entre eux soient contraints de quitter leur cloître. À la fin du XVIIIe siècle, Pierrefitte était un hameau de Nestalas. Seulement au début du XXe siècle, la commune s'appelait Pierrefitte-Nestalas, hébergeant à peu près 900 habitants, dont un grand nombre travaillaient dans les mines qui se trouvaient en montant vers Cauterets. Exploité depuis le XVIIIe siècle jusqu'à 1969, des minerais de plomb, argentifère, de zinc et oxyde de fer. Avec la ligne ferroviaire de Lourdes à Pierrefitte-Nestalas, la diligence a pris fin. Mise en service en 1871, elle était fermée en 1993. Le photo montre la gare du tramway qui a relié Pierrefitte avec Luce-Saint-Sauveur et Cauterets. Ouvert aux alentours de 1900, ce chemin de fer a fermé par étapes entre 1934 et 1970. Cette lithographie de Gorze montre la station thermale de Saint-Sauveur qui constitue un quartier distinct de Luce-Saint-Sauveur. Victor Hugo décrivait Luce comme village, charmant et délicieusement situé dans une profonde vallée triangulaire. 3 grands rayons de jour y entrent par les 3 embrasures des 3 montagnes. Quand le Miquelais et les contrebandiers espagnols arrivaient d'Aragon par la brèche de Roland, ils apercevaient tout à coup, à l'extrémité de la gorge obscure, une grande clarté, et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Les voyageurs, qui ne pouvaient pas se payer leur propre calèche, ont choisi la diligence jusqu'à Luz. Dans de nombreux cas, des dommages, voire des accidents ont été causés. Chaque côté nous montre une scène vivante d'un tel événement. En juillet 1859, Napoléon III
et l'impératrice Eugénie se rendait à Luce-Saint-Sauveur pour faire un cure. Au cours de ce séjour, l'empereur décidait la mise en chantier d'un vaste programme de travaux routiers comprenant la construction de ce pont à l'extrémité sud de Luce. Après sa réalisation en septembre 1863, Napoléon III, en inspectant les réalisations effectuées, aurait dit « En vérité, l'art ici semble le disputer à la nature. » Un peu plus loin sur la route, entre Luz et Gèdre, les voyageurs devaient passer le pont de Silla. Aimé par le peintre, cette vue romantique nous présente 6 séries, avec en bas la première pont de l'an 1712 et en haut la deuxième pont en bois de 1820. Le dernier était restauré en 1857 lors de l'établissement de la route thermale en 1880. Un quatrième et dernier pont à une seule arche est construit. Jusqu'à la construction de la route thermale fin du siècle, le transport de diligence s'est terminé à Luce. Le chemin montait raide et le voyageur n'a progressé qu'avec un cheval ou sur ses propres jambes. Victor Hugo, après le passage de Gèdre, rapportait « Deux montagnes s'écartent tout à coup et vous découvrent une chose inattendue. Ce que vous apercevez maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs. » Et il se demandait « Est-ce une montagne ou est-ce une muraille ?» Et il a répondu « C'est une montagne et une muraille toutes à la fois. C'est l'édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes. C'est le Colosseum de la nature, c'est Gavarnie. » Dans la première moitié du XIXe siècle, le petit village de Gavarnie vivait une extension liée à l'essor du tourisme. Son développement se concentrait autour de l'hôtel des voyageurs. Celui bâti en 1783, il fut d'abord une auberge visant à accueillir les visiteurs et personnes de passage. Au XIXe siècle, il était transformé en hôtel pour offrir plus de confort aux visiteurs prestigieux. C'est le moment où Henri de Russell, un des pionniers de la conquête des Pyrénées, a été plusieurs fois invité à l'hôtel. Cette barrière de montagne, formée en amphithéâtre, dont les murs sont éclaboussés par une multitude de chutes d'eau, a attiré des touristes en grand nombre au XIXe siècle. Parmi eux, au mois de juillet 1825, une jeune femme de 20 ans, qui s'appelait Aurore Dupin, plus tard George Sand, elle rapporte de sa visite de Gavarnie. La surprise et l'admiration m'ont saisi jusqu'à l'étouffement. Je ne me figurais pas la hauteur de ces masses qui touchent les nuages. Les impressions de Victor Hugo au moment de son visite à Gavarnie illustrent bien le tableau de Mercerot. Représentez-vous cela comme je le voyais, la muraille noire, les tours noires, la neige éclatante et le ciel bleu, une chose complète enfin, grande jusqu'à la nuit, sereine jusqu'à sublime. C'est là une impression qui ne ressemble à aucune autre, si singulière et si puissante à la fois, qu'elle efface tout le reste et qu'on devient pour quelques instants indifférent à tout ce qui n'est pas elle. George Sand, après un voyage dans les Pyrénées, a écrit « Ces montagnes m'avaient exalté et enivré comme un rêve qui devait me suivre et me charmer pendant des années. Je les emportais avec moi pour m'y promener en imagination le jour et la nuit.
Nous aussi sommes arrivés à la fin de notre voyage pittoresque. Merci pour votre compagnie et au revoir.